Cet après-midi, on va commencer tout de suite par quelque chose d'un tout petit peu plus dur que va vous présenter Jérôme pour vous présenter la logique de construction qui va nous conduire dans un dernier temps à vous présenter les exemples d'applications concrets. Et on va commencer donc par une évocation de la formalisation utilisée qui sous-tend toutes les réalisations que vous allez ensuite voir. Et donc on va partir de ce niveau très abstrait, très formel, pour petit à petit descendre dans les développements réalisés jusqu'aux applications et à leurs exemples de mise en œuvre. On est au niveau de la partie formalisation. Le principe est de s'appuyer sur une base, en quelque sorte, formelle, voire mathématisée. Bien. Le problème, c'est que toutes les constructions classiques qui existent à l'heure actuelle supposent un existant, et notamment la forme la plus neutre à laquelle on avait d'abord pensé, qui est la théorie des catégories, dans la mesure où elle est tout à fait générale et tout à fait précise, et n'ampute pas la sémantique du message que l'on souhaite passer. Néanmoins, y compris la théorie des catégories, suppose que l'on a affaire à un déjà là, un existant, et que l'on met en rapport des structures entre elles. Pour éviter ce piège, et pour bien rendre compte du caractère radicalement non classique des constructions opérées, il a fallu donc inventer, concevoir une notation et des concepts spécifiques. Entre autres, la notion de site épistémique et d'inférence constructive, qui sont véritablement les deux concepts de base fondamentaux autour duquel tout est construit. Ces inférences sont construites sur véritablement sur un fondement MCR, c'est-à-dire que vous avez vu dans la notion de description transférée, on a fondamentalement affaire à des opérateurs, on a affaire à quelque chose de dynamique, on a affaire à quelque chose de fluide. Donc toutes les constructions vont être fondées sur la mise en œuvre finalement, sur la mise en œuvre on va dire sur la création, sur l'émergence de structures dynamiques à partir de d'autres structures dynamiques qui sont typiquement la façon dont on conçoit les opérateurs comme moyen d'action pour agir sur quelque chose, ou inversement pour refléter le concept d'effet que peut avoir une certaine manifestation, un certain changement perçu quelque part. Comment a-t-on procédé formellement ? On a procédé en fait par surcharge sémantique. J'ai cité là, c'est-à-dire que même si les concepts, les opérateurs et les moyens mis en œuvre sont radicalement non classiques parce qu'ils sont fondamentalement constructifs, le résultat achevé, lui, la construction achevée, a une forme, comment dirais-je, qui s'inscrit dans le cadre de la théorie des catégories, de façon à garantir la consistance logique de l'ensemble achevé, fini. Une fois que c'est fini, c'est en quelque sorte la grille de qualification d'une construction finie, alors que ces opérateurs permettent, eux, de construire. Et c'est elle qui sert de fondement à la mise en œuvre de la solution informatisée. Moi, quand j'ai trouvé que pour une expression mathématique de la chose, pas seulement formelle, mais mathématisée, la théorie des catégories était acceptable, je n'ai pas réalisé à quel point même la théorie des catégories est trop classique pour ce qui est en jeu là, parce qu'elle est fondée sur un concept d'homomorphisme et de flèches qui portent une certaine forme d'un endroit à un autre, du site au but. Or, l'homomorphisme n'existe pas finalement dans MCR, parce que l'opération de génération s'applique sur un réel qui peut être à la limite complètement amorphe, comme dans le cas de la microphysique, et de là, ça sort quelque chose qui est hypothétique, et dont on crée par la suite une forme qui n'est pas d'espace-temps, et qui est la description transférée. Ça ne se passe pas dans tous les cas. Quand on est dans un cas classique et que vous avez par exemple l'ensemble des objets de cette chambre, où vous pouvez prendre l'un ou l'autre de ces objets, faire quelque chose avec et en avoir une transformée, là ça s'applique. Mais ça ne s'applique pas radicalement et partout. Donc si je devais réécrire maintenant le premier exposé qui a été fait en anglais dans le livre publié chez Clover, j'enlèverai la partie formalisation par catégorie et je remplacerai par une autre formalisation pleinement adaptée en termes de logique génétique. Ce qui se passe,
c'est que moi, je n'en ai pas été tout à fait consciente de la caducité, de l'absence de totale applicabilité de cette théorie, quand j'ai proposé à Henri Boulouet de s'exprimer dans ces termes-là pour obtenir les bases d'une formalisation. Et c'est ressorti ensuite en lisant ce qu'il avait fait. Vous voyez? Mais il n'empêche que, comme il dit, le résultat final n'en pâtit pas. Cette façon de procéder, par surcharge sémantique, en octroyant un rôle radicalement différent à des principes qui au départ sont classiques, est aussi ce qui est utilisé au niveau de l'informatisation. C'est-à-dire qu'au niveau de l'informatisation, on crée un nouveau langage, qui est le langage SR, qui est exprimé de façon normalisée dans un standard qui s'appelle MOF, Meta Object Facilities, qui est de l'Object Management Group. Et quand on crée un nouveau langage, eh bien, il y a deux possibilités. Ou bien on crée de nouveaux outils, ou bien on essaye d'étendre un langage existant en surchargeant sa sémantique pour pouvoir utiliser des outils existants. C'est ce qui a été fait aussi au niveau de l'informatisation, puisque pour implémenter le langage SR, qui est exactement l'image du langage dynamique et non classique qui vient d'être évoqué, eh bien, on a utilisé en lieu et place, en correspondance, je dirais, de la théorie des catégories, on a utilisé UML, et donc les possibilités d'extension du UML à travers la notion de profil, pour pouvoir créer une implémentation outillée de la méthode. Donc le métamodèle qui est exprimé en c'est un mécanisme qui est exactement parallèle. Maintenant, si on regarde la notion de site, le découpage et la structure de SR est fondamentalement ancré dans le postulat réaliste de MCR, c'est-à-dire le postulat qu'au départ, il existe aussi une réalité physique. On en déduit l'existence d'un réel physique et aussi donc d'un réel psychique, avec une autre remarque, c'est que finalement, tout ce qui permet de construire des connaissances, tout ce qui compte dans l'interaction, tout ce qui compte, c'est la trace qu'elle laisse en nous sous forme d'événements psychiques. Si je suis en train de me faire écraser le pied par un rouleau compresseur, il y a peu de chances que je sente la piqûre de moustique. Et elle ne m'apprendra pas grand-chose. Donc, la notion de perception, donc la notion de ce sur quoi on porte son attention, que ce soit en termes d'opération ou que ce soit en termes d'effets vécus comme étant liés à cette opération, est affaire de réel psychique. Se pose alors un autre problème, c'est que les réels psychiques, par définition et par structure, sont individuels. Personne ne peut entrer dans ma tête, pas plus que je ne puis entrer dans la vôtre. Il faut donc supposer, pour fonder une théorie de ce type, qu'il y a un réel psychique partagé. Ce réel psychique partagé, c'est ce que l'on a appelé réel psychologique. En quoi consiste-t-il? Il consiste à dire que c'est ce sous-ensemble du réel psychique que l'on est capable de capturer par une démarche réflexive par la conscience, et donc de structurer dans des concepts acquis partagés. Et qu'est-ce qui permet l'intersubjectivité de parier sur l'intersubjectivité de ces constructions? C'est uniquement parce qu'au travers du langage, fût-il mathématisé ou non, il y a une régulation des interactions individuelles qui se fait. On arrive à se mettre d'accord. On ne sait pas, vous et moi, je ne sais pas dans votre tête ce que rouge veut dire, mais je vois bien qu'en disant rouge, vous faites et vous avez un comportement qui correspond à ce que j'attends. Et donc ce réel-là, on l'a appelé réel psychologique, et c'est dans ce domaine-là, et uniquement dans celui-là, que se situe la méthode SR et ses dérivés. Avec le paradoxe, c'est que le réel physique en est absent, alors qu'il s'agit justement de gérer la génération des représentations que l'on peut en faire. Maintenant, si je décris encore au niveau d'un niveau d'en dessous, on trouve ce site réel psychologique est découpé en 3 sites épistémiques, qui sont le cadre de référence dans lequel va se construire la mathématisation. On a un premier site qui est le réel intersubjectif, c'est-à-dire, justement, c'est celui dans lequel on va pouvoir exprimer au travers de concepts acquis, au travers d'un réel physique préconceptualisé, cette table, cet appareil de mesure, le temps qu'il fait dehors, on va pouvoir exprimer dans ce réel intersubjectif
l'opération, les opérateurs que l'on utilise pour générer et pour qualifier, mais on va pouvoir aussi se servir de ce réel intersubjectif pour coder par rapport à des références, par rapport à des systèmes de référence, les effets qui sont appréhendés comme le résultat d'examen et donc qui sont porteurs d'informations sur l'entité qualifiée. Le deuxième espace que l'on a, spatio-temporellement, ça se passe là, à ce moment-là, maintenant, ça commence ici, ça finit là. C'est cet espace-là. Et c'est dans cet espace-là que vont aussi se construire les formes classiques physiques des entités par mémorisation. Car la mémoire est un gros problème, enfin on aura le temps d'en parler. Donc ça, c'est l'espace le référentiel spatio-temporel. Le troisième espace, qui est tout aussi important, c'est ce qu'on a appelé la cartographie relativisée du réel. Et la cartographie relativisée du réel fait référence au rôle que l'on attribue à ce que l'on conceptualise ici et ce que l'on localise là. C'est-à-dire au fait que telle opération, qui peut-être, dont plusieurs répliques ont eu lieu à tels endroits, à tel moment, etc., etc., psychologiquement, a le rôle de générateur de quelque chose, ou le rôle d'examen de quelque chose. Et ça, c'est absolument fondamental, parce qu'une même opération, vue de points de vue différents, la même peut être vue comme le générateur de quelque chose, ou comme l'examen de quelque chose. Si par exemple, je demande si par exemple j'ai une valise qui m'écrase le pied, et que je soulève cette valise en la prenant par la poignée, à la fois, je peux considérer que cette opération que j'ai conceptualisée et que j'ai faite à un moment, à un endroit donné, ça a duré un certain temps, il y a eu un certain déplacement dans l'espace, est une opération de génération, parce que ça génère quelque chose de nouveau, qui est une nouvelle situation que je peux qualifier en disant « je n'ai plus mal au pied ». Mais je peux aussi considérer que ce même acte est une opération d'examen dans une optique radicalement différente, parce qu'en soulevant la valise, je peux aussi évaluer son poids. Et donc, à ce moment-là, ce qui m'intéresse dans cette opération, c'est l'effet corrélé, et qui, en l'occurrence, là, reprend exactement les mêmes localisations spatio-temporelles que l'opération d'examen de la poignée de la valise, qui fait que, waouh, elle est lourde, ou elle n'est pas lourde. Donc, cet espace, cette cartographie relativisée du réel, est l'espace, le site épistémique, dans lequel va se construire l'unité et la notion de tout, indépendamment des connexités spatio-temporelles. Je prends un exemple. Si je prends un système de satellites géostationnaires, avec des stations de suivi au sol, des satellites en l'air, etc., d'un point de vue des localisations spatio-temporelles, je vais avoir toute une série d'espaces disjoints. Du point de vue de la cartographie du relativisé du réel, je vais voir apparaître une entité comme un tout, qui est ce qu'on avait appelé le système géostationnaire. Et ça va se construire. Donc tout ça va se construire par inférence. Alors là, c'est une vision très simplifiée des fondements véritablement de ce qui est utilisé. Il n'y a là-dedans que du constructif. Vous voyez qu'une opération qui est appréhendée, on ne met en relation que des transformations. Qu'une transformation conceptualisée dans l'acquis intersubjectif pour une opération, appuyée sur un bouton, je ne sais pas, c'est un changement, c'est quelque part, finalement. On reconnaît dans des interactions physiques une manifestation de ce qui a été préalablement conceptualisé ici, d'où le sens de cette inférence, c'est-à-dire que la délimitation spatio-temporelle de l'opération en action est faite parce que cette conceptualisation préalable a eu lieu, sinon pourquoi découper, s'arrêter à un moment, commencer à un autre, hein. Et ce qui est localisé là, ce qui est localisé, le support spatio-temporel de ce physique-là, qui est une transformation du physique, va être interprété typiquement comme un acte puisqu'il s'agit d'un générateur, comme un acte de génération de quelque chose, c'est-à-dire d'un certain endroit de réel, va rendre accessible en quelque sorte un certain endroit de réel à partir d'un autre, qui était notre fondement de départ. J'éviterai de parler de ça, il y a plein de choses à dire. La même chose pour l'opération d'examen. Ce que l'on peut voir, c'est que justement, quand on recueille un effet, inversement, on va associer à quelque chose que l'on perçoit le statut de conséquence
de quelque chose qui a été au contraire conceptualisé comme l'opération d'examen. On va faire un lien. Et vous voyez que ce lien se fait parce que cette transformation qui a lieu, cette translation qui a lieu dans notre espace topologique abstrait de cartographie relativisée du réel, on construit, c'est pas existant, on construit. Cette translation, elle va être psychologiquement appréhendée comme la cause de manifestations. Et il peut y en avoir plein de manifestations. Et non seulement cela, mais les contraintes spatio-temporelles entre l'endroit où l'on fait quelque chose, dont on attend un retour, et les endroits où l'on obtient ces retours ne sont absolument pas liés. Il n'y a strictement aucune contrainte. La seule contrainte sur laquelle finalement se fonde l'intersubjectivité, c'est que c'est bien cette opération-là qui a provoqué ça. Ce sont des corrélations au départ. Bien sûr que pour que ces corrélations se construisent, on va regarder des régularités ici. Et notamment, on va réintroduire une condition qui est presque superfétatoire, mais qui permet de sauvegarder le principe de causalité classique. C'est le fait que le moment où on commence à observer un effet est supérieur ou égal au moment où on commence à faire quelque chose. Mais cela uniquement de façon à préserver une logique classique de façon de penser, où certains effets perçus comme des conséquences sont perçus comme la conséquence de certaines opérations qui sont conceptualisées comme des examens. Sur cette base-là, donc vous voyez, là, ce sont les fondements, ce que je vous dis la chose. Vous voyez, il n'y a que, si on se place en théorie des catégories, on a des foncteurs entre des morphismes à la fin. Le résultat fini, le cadre fini. C'est totalement constructif, mais on n'a que, au départ, un espace totalement dynamique dans lequel les entités ne sont que des épaisseurs comme une rainure sur une règle en face du 4, sans aucune épaisseur temporelle. C'est jeu que j'ai fini de générer, tout de suite l'examen commence, et c'est à partir de cette seule base que vont être construites toutes les notions ensuite d'entités persistantes, évolutives, toutes les notions de forme géométrique, les notions de trajectoire, etc. Donc c'était pour vous présenter véritablement là et évoquer, je n'irai pas plus loin, une partie très formelle. Maintenant, on descend dans une des applications de SR, qui est l'ingénierie système relativisée, parce que justement, elle va nous permettre d'illustrer rapidement des principes sous-jacents qui sont tout à fait généraux dans SR, mais de les appréhender de façon plus concrète. Donc, le problème, on l'a vu, comment concevoir le générateur et les façons de qualifier une entité persistante et évolutive. Problème central, puisque la notion d'entité persistante et évolutive n'est absolument pas naturelle. Elle n'existe pas au départ, il faut la construire. Il va falloir construire cette notion de différents points de vue, notamment les industriels. On sait bien que dans la conception d'un artefact interviennent toute une série, sans parler des métiers, l'électronique, la mécanique, j'en passe, interviennent aussi des notions que je connais bien, telles que le soutien logistique intégré, la maintenance, etc. Donc tout ça doit être intégré pour que, in fine, tous ces points de vue différents se concrétisent au travers d'une certaine conceptualisation de quelque chose de physique porté sur un certain domaine d'espace. Donc cela, c'est le problème fondamental. Bien sûr, on en a parlé, on l'a encore évoqué à table, le problème tout à fait fondamental du rapport entre les descriptions technico-scientifiques, telles que peut faire un banc test ou une instrumentation normalisée de mesure, qui présente l'immense avantage de disjoindre les résultats, c'est 3 ou 4, mais c'est pas 3 et peut-être 4 et à moitié 4, et l'expression humaine qui au contraire a tendance, l'expression classique, qui au contraire a tendance à superposer toute une série de choses à travers la richesse que permet la langue. Donc il va falloir capturer, notamment pour les artefacts utilitaires, là ça vient de mon expérience aéronautique, mais peut-être aussi automobile, il va vraiment falloir capturer fondamentalement ces problèmes, ce rapport entre le rapport d'utilisation, le rapport que peut avoir un utilisateur, son rapport au physique, à la réalité physique de l'artefact, et puis inversement la vision du technicien qui doit concevoir un processus qui permet de répéter le G, de répéter le V, c'est-à-dire de fabriquer en série, concrètement. Donc derrière tout ça, tout ce but, toute cette construction, des modèles qui permettent finalement en disjoignant les points de vue de façon claire, parce que sinon on s'y perd, on arrive à une superposition en patchwork inexploitable, de simuler ce que l'on veut, de simuler donc des spécifications formelles, qui permettent en même temps de constituer un référentiel formel face au test, que ce s'agisse de tests techniques ou de protocoles de mise en œuvre pour voir véritablement s'il n'y a pas de problème d'ergonomie
par exemple au niveau de la mise en œuvre, et donc de pouvoir à volonté et sans problème superposer ou non ou séparer les différents points de vue, hein, sans faire de modèles différents, de façon à pouvoir s'y retrouver. Bien. Henri l'a souligné plusieurs fois. Il faut savoir que des métamodèles peuvent être spécialisés. C'est exactement ce qui se passe entre ISR et SR. ISR va spécialiser SR. Donc ici sur cette planche, on voit par exemple le cas d'une description. Ici c'est le métamodèle SR. Donc anciennement on l'avait baptisé ISR Core à l'époque. Et tous les concepts de SR vont se retrouver métamodélisés sous la forme de classe MOF dans le métamodèle. MOF, Meta Object Facilities, c'est le langage des langages qui a été fondé par l'OMG. Ça fait beaucoup de langages aussi. Il faut savoir que MOF, couplé à UML, qui est une spécialisation de MOF, permet de définir son propre langage informatique. Et c'est ça qu'on va mettre en œuvre pour les utilisateurs, pour que la méthode soit garantie par rapport au modèle qu'ils fournissent. Donc, ok. Donc là, c'est la solution outillée qui a été mise en place jusqu'en 2010. Donc sur la gauche, en fait, vous pouvez voir l'atelier d'ingénierie logicielle. Au bout du compte, on part du métamodèle, donc ISR cette fois-ci, qui va nous permettre de générer un code, entre autres du Java, du langage objet, dans une application, je passe sur les détails, architecture entière standard, et de wrapper l'outil d'édition UML, c'est ce que disait aussi Henri, par le biais des mécanismes qu'on dit de profil, pour justement partir d'un existant, mais le transformer de la façon dont on le souhaite, et pouvoir parler le langage qu'on a défini ensemble, le langage ISR. Donc sur la partie vraiment outillée, évidemment, il y a l'édition des modèles avec leur simulation. La partie solution vectorielle aussi, puisqu'on avait intégré des solutions de front panel pour avoir des IHM qui soient très compétitifs, j'allais dire, et aussi tout l'aspect discret, c'est-à-dire l'analogique et la gestion du traitement du signal. On va maintenant passer de cette déclinaison théorique à la déclinaison pratique. On va retrouver la même chose. Premier constat, la réfutation de l'analyse fonctionnelle, pour moi, date de 1957 et de la thèse de M. Simondon sur du mode d'existence de l'objet technique, où il a montré que ce qui était valable pour une machine à vapeur, dans la mesure où on se plaçait dans un point de vue déterminé bien fini, où finalement, physiquement, on savait bien déterminer la responsabilité et le rôle d'un ensemble physique déterminé par rapport à cette finalité. La chaudière, c'est celle qui chauffe, la tubulure, c'est celle qui permet la montée en pression, le piston, c'est ce qui permet de transformer l'énergie thermique en énergie mécanique. Très bien, parfait, c'est parfait, l'analyse fonctionnelle, ça marche. Et l'analyse fonctionnelle, ça marche en général quand on se place d'un point de vue donné, et c'est très facile a posteriori de faire de l'analyse fonctionnelle, a posteriori quand tout est fini, hein, c'est là que ça marche. Qu'on arrive à quelque chose, ne serait-ce que pour, par exemple, faire de l'analyse de sûreté de fonctionnement. Mais quand il s'agit de faire ça avant et de construire avec, non mais dans un problème, on a un problème donné, on n'analyse que ce problème-là. Pas la SDF préventive, hein, pas la SDF au sens amont. La résolution de problème, on va dire. Par contre, dès l'instant, et ce que Simondon a montré, c'est-à-dire dès l'instant qu'on passe de la machine à vapeur, déjà, c'est ce qu'il avait pris comme exemple, la culasse d'un moteur à explosion. Déjà, l'analyse fonctionnelle, ça ne marche plus, c'est foutu, parce que finalement, sur un même support physique, se superposent deux points de vue qui n'ont rien à voir finalement dans leur finalité. Un qui se préoccupe de préoccupation d'énergie et de transformer de l'énergie thermique en énergie mécanique, et puis l'autre qui s'occupe de l'équilibre thermique global du véhicule. Il ne faut pas que ça prenne feu, il ne faut pas que ça brûle à l'intérieur, il faut que ça ne fonde pas. Et déjà, dès l'instant que ce point de vue se superpose pour aboutir à quelque chose qui est une certaine géométrie de la culasse avec une certaine matière de la culasse, ben là, l'analyse fonctionnelle ne marche plus. Donc ce qui se passe généralement, c'est que l'analyse fonctionnelle se cantonne à des choses bien déterminées. On ne va pas s'amuser dans les techniques d'ingénierie système telles que j'ai pu les voir pratiquer, on ne va pas s'amuser à se préoccuper de ce type de problème et on ne va pas utiliser l'analyse fonctionnelle pour déterminer la forme de la culasse. Alors ensuite,
Tu peux lancer. Voilà. Donc, fondamentalement, une approche très simplifiée de la notion de système, qui est une construction totale dans SR, c'est que la notion, chaque groupe de consensus, ce qu'on appelle des groupes de consensus, et ça fait référence à toute une organisation ensuite et toute la hiérarchie qu'il peut y avoir derrière, est porteur d'un certain nombre finalement de finalités, est porteur d'un certain nombre de vues aspects et de démarches descriptives où elle va chercher à implémenter cette finalité. Donc qu'il s'agisse d'anticipation, qu'on soit quelque chose, ou qu'il s'agisse de décrire, on essaye d'expliquer quelque chose. Et donc la notion de système, finalement, est une construction qui va résulter de ce point de vue qui est jeté sur un substrat de réel physique qui en lui-même n'est pas du tout structuré au départ. Et dans les modalités de construction ISR, on va arriver justement à des notions où des entités physiques vont émerger au croisement d'un ou plusieurs points de vue. Autrement dit, jamais dans ISR, ce que l'on pourrait appeler une entité classique physique quelconque ne va appartenir qu'à un seul système. C'est très rare, c'est même très très rare. La plupart du temps, plusieurs systèmes sont impliqués. Et ce qui est absolument important, c'est que chaque système voit ce qui constitue finalement, je parle en termes classiques, un de ses constituants, de son point de vue, exhaustivement, mais de son point de vue et de son seul point de vue. Donc ça c'est très important parce que dans la façon de construire cette intersection, il va falloir absolument rendre compte de ces différents points de vue, s'y retrouver, parce que sinon, ce à quoi on arrive traditionnellement, c'est une usine à gaz ici. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les points de vue se multiplient et se superposent, on les fusionne tous, on va essayer de factoriser des fonctions, de faire des choses comme ça. On arrive à des modèles que seul le concepteur sait faire et qui sont à peu près inexploitables par qui que ce soit d'autre. La qualification, donc on va retrouver le schéma de systémique relativisé. Et comment il va se traduire dans le monde de l'éditeur UML. Donc, entre autres, il va se traduire par un diagramme de séquence UML. Il faut lire le lien de causalité du haut vers le bas. Ce qu'il faut surtout voir, c'est que tous les éléments qui vont être posés autour de notre objet d'étude font bien partie de notre référentiel physique intersubjectif au départ, y compris les opérations. La localisation d'espace-temps. Les éléments que vous voyez ici sont ce qu'on appelle des zones d'interaction où vont se loger finalement les transformations localisées. Donc, les flèches que vous voyez. Sur l'exemple... En vert, c'est le produit, hein. C'est ce qu'on va faire chercher. Oui, c'est l'entité... c'est juste un nom, il n'y a rien. À ce stade-là, il n'y a rien. C'est juste un nom. Il n'a aucune autre consistance physique. C'est ce qu'on va chercher à générer. C'est ce qu'on va chercher à générer. Ce qui existe, du moins ce qui est posé autour de l'objet d'étude, c'est ce qui fait partie de notre référentiel intersubjectif pour le groupe de consensus concerné. C'est tout. Ça n'existe pas encore. Donc je parlais des zones de localisation où vont se loger les transformations localisées. Je parlais de l'exemple précis, par exemple je m'attarde sur le groupe de consensus qui s'occupe du confort habitacle, et c'est sur la mise en place des sièges automatiques sur le déverrouillage du véhicule par pipe. Donc par exemple, une touche de pipe correspond à une configuration utilisateur. Sur l'exemple que vous voyez ici, donc il s'agit d'appuyer sur le pipe. Donc ici on va avoir une réplique de l'opération. D'appuyer sur le pipe, entre autres la touche numéro 1, c'est Madame, et à valider le fait que le siège sur sa glissière soit en mouvement, et entre autres qu'il prenne la valeur reculée. Alors, ouais. Ce qui est important dans cette affaire-là, c'est que le PLIP là désigne la zone spatiale. Là, c'est la zone spatiale, le temps est vers le bas, là, le temps est vers le bas. Le PLIP ici ne désigne pas un organe, ne désigne pas une réalité physique. Ça désigne ce avec quoi on est supposé interagir pour commander une entité objet d'étude qui est derrière et la voiture. Donc, le PLIP ici ne désigne absolument pas un élément physique, c'est purement une localisation spatiale. On est dans une description d'usage. Donc on est purement dans la localisation que fait l'utilisateur de l'endroit avec lequel il interagit pour obtenir un certain effet. Ce qu'il faut comprendre simplement, c'est que quand on commence ma conviction au départ, c'est quand on commence à inventer radicalement du nouveau, ou quand on cherche à connaître quelque chose, à détourer un système
pour analyser un certain phénomène que l'on cherche à maîtriser. On commence à se raconter des histoires, on commence à recueillir des faits qui forcément s'inscrivent dans l'espace et dans le temps, et donc qui s'inscrivent sous la forme d'une séquence. C'est le point de départ, quand on a du radicalement inconnu. Et à partir, ce qui se passe, c'est que le réel que l'on se donne comme objet d'étude, d'un certain point de vue, on le qualifie toujours, parce qu'il n'est pas possible de faire autrement, au travers d'un nombre de vues aspects finis. Les vues aspects au travers duquel on se donne quelque chose à connaître sont toujours finis. On peut en inventer davantage, bien sûr, mais à un moment donné, quand il y a une décision à prendre face aux finalités, et c'est bien par rapport à un nombre fini de vues aspects que l'on peut qualifier quelque chose. Partant de là, on va s'apercevoir, soit qu'il s'agisse de recueillir des faits, soit qu'il s'agisse d'inventer ce qui peut se passer pour un utilisateur qui utiliserait ce produit à réaliser. On va s'apercevoir que certaines valeurs reviennent, que certains enchaînements de valeurs reviennent dans les opérations. Donc à un niveau de métaconceptualisation, on va se dire, mais voyons, finalement, il y a plusieurs enchaînements ou plusieurs histoires différentes, plusieurs enchaînements d'opérateurs qui me ramènent à de mêmes situations, du point de vue qui m'intéresse. Je ne dis pas des autres. Du point de vue qui m'intéresse, c'est-à-dire strictement relativement aux différentes vues aspects que je mets en œuvre. Et à partir du moment où je fais un pari toujours réfutable, face aux faits ou face à ce que je peux inventer ensuite, mais je fais le pari que deux situations générées ont un même avenir face aux façons dont je peux les qualifier, alors c'est que je suis dans c'est qu'elles désignent quelque part un même endroit de réel physique, et quand on a affaire à des systèmes complexes, ça va déboucher sur la notion formelle d'état. La notion d'état, non pas de micro-état au niveau de la physique quantique, mais d'état au sens classique, va être formellement et mathématiquement défini. Et ça va être donc sous la forme d'une classe d'équivalence, peu importe. Donc, d'histoires qui partent dans le temps, on va arriver pour chaque vue considérée, par chaque vue aspect considéré, et ensuite par agrégation, on va pouvoir faire des synthèses, on va arriver à, comment dirais-je, un mode fini d'être de ce que l'on se donne comme objet à inventer ou comme objet d'étude, et on va arriver à la notion d'un tout homéostatique par rapport au contexte ou par rapport à son environnement, qui est l'avion, qui est l'appareil ou qui est le système. Quand on parlait du système de satellite de GPS, c'est pareil. Ça n'a rien à voir. Les localisations spatio-temporelles ne sont que des événements, ne sont que des choses que l'on met en relation pour pouvoir aboutir à une notion du tout, que l'on peut anticiper et que l'on peut prévoir, ou auquel on veut imposer une certaine façon d'être. La procédure de généralisation qu'évoque Henri, seulement évoquée. Ce qu'il faut savoir, donc il nous parlait d'histoire, donc ça va être nos diagrammes de séquence. Il faut qu'on n'en imagine pas qu'un seul, mais beaucoup plus. Et en fait, par le mécanisme de généralisation, on va aboutir à du moins en langage informatique, à une classe composée de ces parts, cette forme, notre entité persistante, pour vraiment le dire, qui va rendre compte de toutes les histoires qui l'auront généré, si je puis dire. Ce qui est très intéressant de voir, c'est que les mêmes histoires, les mêmes scénarios qui ont contribué à la génération de cette forme, donc c'est une classe, je suppose que vous connaissez, une machine à état, etc., vont servir aussi de structure d'accueil pour les tests, pour cette fois-ci le produit physique, l'entité physique, qui va être réalisée à partir de ces modèles pour la suite. Ce qui est très important, c'est que la construction formelle fait par construction qu'il y a par nature une traçabilité totale entre les prémices qui ont permis de concevoir certaines choses ou de recueillir certains faits, et puis le pari que l'on fait en transformant cela en une forme relativement stable relativement vue aspect. Et pour chaque vue aspect, on va avoir en quelque sorte un espace de définition des valeurs d'aspect
qui est conditionné par la chaîne des opérateurs mis en œuvre. En fait, on va avoir un espace de Hilbert, ni plus ni moins. C'est-à-dire que c'est à partir de cette construction-là que l'on va pouvoir formellement calculer, et non pas se donner, calculer les lois de probabilité, qui vont servir ensuite de référence pour voir si les statistiques observées, et qui sont forcément des suites dans le temps, sont conformes à un certain modèle qui exprime soit le compris, soit le voulu. Donc ça, cet aspect-là, il est d'un immense intérêt pratique. Il est aussi d'un immense intérêt pratique en termes de lecture, puisqu'on va pouvoir isoler, il y a des niveaux d'agrégation, tout ça est fractal, c'est complètement fractal. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des vues composées de plusieurs vues aspects, etc. C'est totalement fractal. On va pouvoir en permanence avoir un contrôle direct et intelligible, pas mélangé, de la façon dont sont générées les valeurs qui nous intéressent quand on se place d'un certain point de vue. Et cela, c'est la clé de la maîtrise de la complexité. Parce que l'on va pouvoir, à volonté, les considérer isolément ou de façon superposée en jonglant comme on veut. Donc mettre en évidence les phénomènes d'interférence qui correspondent ni plus ni moins qu'aux phénomènes génétiques qu'exposait ce matin Mme Schechter quand elle montrait qu'à partir d'un même générateur, des opérateurs d'examen incompatibles présentaient des distributions statistiques qui finalement avaient quelque chose à voir génétiquement, dans la mesure où elles se rattachaient à quelque chose qui avait été généré au départ par un même opérateur. Eh bien, on retrouve cela là. Donc, nos trois groupes de consensus, ceux qui vont s'occuper de la rétrovision, d'aide la vitre et de la sécurité enfant. Souvenez-vous du schéma avec les systèmes qui vont se projeter sur les articles finaux. C'est exactement le cas, parce que chaque système va pointer vers quelque chose, donc nommé la PDPC, qui se trouve être le même support physique. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que chaque groupe de consensus est autonome et va définir la PDPC de la façon dont il en a besoin, dont il va l'avoir. Par nature, complètement relatif. Même s'ils voient, eux, l'article final PDPC dans sa globalité. C'est uniquement de leur point de vue. Au niveau des descriptions transférées, à ce niveau-là, que sont par exemple, qui pourrait être sur un calculateur de ce type, une trame réseau qui arrive, une trame CAN, ou un signal filaire, ou une pression mécanique, peu importe quelque chose, on se met d'accord sur la définition, on se donne une description transférée. Les différents, pour rendre compte de différents points de vue, c'est-à-dire de sémantiques différentes, qui peuvent être donnés à un même signal. Je parlais à table du reset calculateur qui pouvait être interprété comme un ordre de mise en butée des tuyères, à midi. Eh bien, typiquement, on va avoir des algèbres d'événements différents qui vont être définis sur ces descriptions transférées, de façon à pouvoir générer dans chacun de ces espaces la sémantique qui est propre au point de vue considéré. Telle chose veut peut-être dire, pour l'un, ordre de faire quelque chose, pour l'autre, ah ben non, au contraire, il ne faut plus bouger. Pour le troisième, tiens, la température extérieure est de temps. J'en sais rien. Je suis fantaisiste. Mais c'est tout à fait fondamental dans la construction réalisée. Ce qui conduit à un autre phénomène, c'est que tout ce que l'on vous montre là en termes de type de construction, c'est un paradigme qui est commun, aussi bien aux descriptions psychobiologiques dans lesquelles l'homme est l'instrument de mesure, et donc ce sont ces propos qui permettent, d'où peuvent se dégager un consensus, que des descriptions technico-scientifiques, où c'est un appareil de mesure qui sert de référence intersubjective de par les disjonctions de valeurs qu'il permet. La construction est la même. On va gérer plusieurs niveaux de conceptualisation pour un même modèle. Et notamment en termes de simulation, on va pouvoir jouer cela à ces différents niveaux. Au niveau d'ISR, avant 2008, on avait normé cela en on avait identifié trois grandes couches, on peut dire, trois grands domaines. Le domaine des descriptions transférées, je l'ai évoqué,
sur lequel on va définir des algèbres d'événements qui correspondent aux différents points de vue. Un deuxième niveau qui fait le lien entre ces descriptions transférées, portent la sémantique d'un fait localisé et ponctuel. Localisé dans l'espace, localisé dans le temps, une trace, un effet, c'est tout. Quand on va se placer, quand on monte dans les niveaux d'abstraction pour faire le lien avec cette description transférée et le sens qu'elle peut avoir dans une entité classique, on va passer par toute une couche de génération de sens qui va être utilisée différemment selon que l'on a affaire à des descriptions technico-scientifiques ou psychobiologiques. Quand on a affaire à des descriptions psychologiques, on va pouvoir là rendre compte de phénomènes tels que la sensibilisation, l'habituation, le conditionnement. C'est-à-dire, par exemple, le fait que quand plusieurs événements arrivent sans arrêt, on s'y habitue, puis à la fin, ça ne signifie plus rien, on ne fait pas, on ne réagit pas. Ou inversement, des associations de type pavlovien, j'entends la cloche, c'est l'heure du déjeuner. Bien. Donc, au niveau des modèles d'usage, toute cette couche-là va être utilisée pour cela. Elle va être aussi utilisée au niveau technique. Au niveau technique, elle va être utilisée pour rendre compte, par exemple, des passerelles complexes. Quand je passe, j'ai deux réseaux, plus un signal filaire, plus je ne sais plus quoi qui arrive, et puis que je dois restituer ça comme information sous une forme, sous un réseau ligne ou une pression mécanique ou n'importe quoi. C'est-à-dire que j'ai une transformation du vecteur d'information. C'est aussi cette couche-là qui va servir. Et puis en haut, troisième niveau, le niveau du sens. Donc le niveau du sens, qui est totalement le traitement sémantique, qui est totalement dépendant du point de vue dans lequel on se situe. On retrouve ici nos trois groupes de consensus qu'on a évoqués auparavant. Ce qu'il faut... Henri parlait des niveaux de conceptualisation. Donc ici, on va retrouver dans ces boîtes finalement nos descriptions transférées. Dans des boîtes de ce genre de bleu, le niveau sémantique de la contribution du système à apporter, qui sont englobés finalement dans ces boîtes grisées. Ça nous permet de gérer complètement les points de vue relativisés, combinés à nos niveaux de conceptualisation. Sachant qu'effectivement, la partie la plus importante, comme l'a dit Henri, c'est l'émergence de sens, à partir des descriptions transférées, qui finalement, par point de vue relativisé, vont donner la sémantique voulue, suivant le point de vue considéré. Ici, on va parler de l'article final, donc platine de porte conducteur. Chaque vue que vous voyez, donc ça c'est des diagrammes, des composites structures diagrammes UML, rend compte d'un point de vue particulier sur la ressource. Donc il ne s'agit que un seul objet, une seule instance. Ce qui est l'avantage, c'est qu'on peut à loisir finalement ajouter ou enlever des points de vue pour une plus grande souplesse, notamment pour les tests. Les tests, c'est ça qui est important. Le cas limite, par exemple, je dirais, c'est le test de robustesse sur l'article final, où on va superposer tous les points de vue que l'on peut avoir sur cet article, pour finalement en obtenir une image à la fin. Donc là, on va faire, quand on superpose tous les points de vue comme ça, il n'est plus question de faire, du test que j'appellerais entre guillemets fonctionnel, c'est-à-dire qu'on va typiquement se donner des distributions laplaciennes de sollicitation, et on va s'intéresser au spectre des valeurs d'aspect qui vont qualifier la ressource, et on va comparer ce spectre à la loi de probabilité qui a été calculée à partir du modèle, pour voir si effectivement on peut avoir une certaine confiance dans la conformité de ce que l'on soumet à description physique par rapport au modèle que l'on en a fait, qu'il s'agisse d'une hypothèse, d'une prévision ou d'un projet. Souvent, quand on parle de génération documentaire à partir des modèles, on fait du copier-coller de Word, et puis on met ça dans des requirements UML, et puis on fait des vagues liens de dépendance entre ce truc-là et puis un élément de modèle, et on dit super, j'ai une spécification, une conception formelle. En fait, c'est que du pipeau, puisqu'on a une vague traçabilité, un vague lien qu'on peut poser à la main comme on veut, etc. Donc là, la génération documentaire que l'on va vous montrer, c'est véritablement une génération qui est faite par élément du modèle et non par des morceaux de texte
hein, qui sont intégrées, qu'on appelle exigences ou je ne sais pas quoi, que l'on met à part et puis qu'on se contente finalement d'empiler à la sortie dans un certain ordre en fonction du répertoire dans lequel on les a placées. Donc là, c'est très très important. Hein. Bien sûr qu'il y a des parties qui sont rédigées, mais elles sont toujours rédigées et rattachées à un élément strictement de modèle et elles ne font que porter son nom. Là, je montre typiquement une exigence. Ouais. Une exigence. Vous voyez une exigence avec la structure de montre derrière. Donc tout ça c'est une exigence. Hein. Donc vous voyez, une exigence, il faut bien voir qu'en exigence, en ISR, ce n'est pas un morceau de texte, ça a une définition formelle. C'est une spécialisation d'une notion fondamentale qui est utilisée au niveau SR, qui est le concept d'anticipation. Je ne vais pas en parler ici, mais c'est une forme d'anticipation, il y en a d'autres, l'hypothèse, etc. Donc c'est une spécialisation particulière de cette notion-là, qui donc a un modèle mathématique derrière, qui est formalisé donc sous forme informatique ici, et qui va nous permettre, entre autres, en particulier, de générer la documentation. Voilà. Alors, pour vous dire qu'en haut, vous voyez le modèle qui a été rentré, qui est le modèle qui a été saisi sous l'éditeur. Vous avez un modèle de génération qui n'est ni plus ni moins, qui est totalement orthogonal au modèle réalisé, c'est-à-dire que le modèle fondamentalement réalisé n'a rien à voir et ne s'est absolument pas préoccupé de génération documentaire. La génération documentaire est un autre modèle en soi qui vient exploiter le premier pour gérer un certain nombre d'informations dans l'ordre qui sérialise en quelque sorte, hein, afin de les faire apparaître dans un certain sens. Et non seulement on va générer de la doc, là on va générer du Word, mais on peut générer des sites HTML, des sites Internet, et ce qui est très important aussi, que puisque c'est généré à partir de notions de modèle, bien sûr ce document va être complètement nourri avec les hyperliens, hein, des hyperliens qui sont directement issus de l'aspect formel du modèle. Donc bien entendu, on va en avoir une consultation beaucoup plus fluide, beaucoup plus intelligente. Donc ça remonte à printemps 2010. C'est ça, hein, je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Alors là, vous le voyez en œuvre directement. Donc inutile de vous dire que si on n'avait pas un modèle formel derrière, ceci serait rigoureusement impossible. Ni plus ni moins qu'impossible. Voilà. Donc c'est un travail qui est là finalement parce que quand on regarde, je vous ai présenté au départ les fondements formels, ils sont très réduits, très limités. Il y a 4 définitions au départ. Tout est construit à partir de là. Il n'y a ni plus ni moins que la structure MCR interprétée dans les 3 sites épistémiques de référence que l'on a vus, et à partir de là, tout se fait. Donc c'est merveilleux, parce qu'ensuite, comme on respecte toujours la même logique de construction, on arrive à faire des choses, là c'est un projet opérationnel, c'est pas une maquette, c'est pas une démonstration. J'ai eu à cœur, depuis 1997, de toujours paralléliser les travaux conceptuels avec des travaux pragmatiques, pour, en quelque sorte, toujours se poser au défi, se faire face au défi du pragmatisme, faire face au défi de la faisabilité. Là, c'est pareil, c'est pas une maquette, c'est pas un petit exemple type qui est fait pour montrer quelque chose, parce qu'avec des exemples types, on arrive toujours à tout montrer. Hein. C'est de l'opérationnel. Alors c'est pour ça que ça prend un peu de temps d'ailleurs, parce que c'est une vraie spécification, mais vous allez voir, on va finir par arriver au bout. Alors effectivement, je vais meubler un peu. Pourquoi ça prend un peu de temps? Finalement, il y a une idée assez originale, assez rusée derrière tout ça, c'est-à-dire délivrer un document Word avec des pseudo-balises, comme pour faire finalement un navigateur, voilà, un navigateur Internet. Donc l'idée, c'est ça, notre navigateur Internet, entre autres, c'est Microsoft Word, pour l'occasion. Et comme c'est du VB, que c'est pas forcément optimisé, ça prend du temps. Je tiens à dire que l'inventeur de l'idée, c'est Eric. Le périmètre, c'était une spécification d'une prestation véhicule. Donc il faut imaginer que quand vous achetez votre voiture, vous achetez un certain nombre de prestations. Certaines sont automatiques pour tout le monde, genre une motorisation, etc. Et d'autres, c'est optionnel, c'est des choix marketing, comme ici l'ACC, Adaptative Cruise Control. Donc ce périmètre de prestation, c'est un tout, enfin, c'est un point de vue, un groupe consensus, voilà. Et pour développer ça, avant d'aller dans la technique, de projeter ce point de vue dans la technique, il faut arriver, on a même chez PSA, même si on ne fait pas ISR, on a déjà une étape d'écrire un cahier des charges, donc une spécification, pour expliquer le rendu utilisateur, ce qu'il veut vraiment. Donc les spécifications, que ce soit au niveau prestation ou au niveau technique organique, ça s'appuie sur des exigences. Donc qu'est-ce que c'est qu'une exigence?
ça a été, ça peut être un amas de mots. Par exemple, je voudrais que le système, sous-entendu si je sais ce que j'entends par le système, fasse ceci ou cela. Donc c'est très nébuleux. Donc c'est nébuleux pour les personnes qui reçoivent cette spécification et qui doivent en déduire d'autres spécifications plus organiques. C'est nébuleux pour nos fournisseurs et c'est aussi nébuleux pour, excusez-moi pour le terme, pour les personnes de test qui doivent, quand ils ont la voiture en main, il faut imaginer que nous on est à Sochaux, à côté on a des sites, on a des pistes sur le site de Belchamp. Donc on a tout un service de testeurs qui prennent la voiture et chaque exigence, ils doivent associer une procédure de test et dire si ça marche ou pas. Et quand on dit le système doit allumer le voyant rouge en cas de défaillance, le testeur il est un peu embêté parce qu'il dit mais c'est quoi une défaillance? Comment je la génère? Donc comment je génère cet état défaillance? Donc là on voit que la notion d'état, de définition d'état a beaucoup apporté dans nos spécifications, parce qu'on se dit, un état défaillant, je ne peux le définir que par un générateur. Donc donnez-moi au moins un générateur, qui peut être par exemple débrancher le câble de frein ou je ne sais quoi, mais un générateur, donc une procédure que je peux expliquer, transmettre d'un point de vue macroscopique, pour dire que une défaillance, c'est par exemple cette procédure-là. Il vous a parlé rapidement de la notion d'état d'équivalence. On peut dire que défaillance, ça correspond aussi à d'autres choses. Mais je considère que par rapport à l'allumage de ce voyant rouge, donc l'avenir, un état défaillance, c'est unique. Donc pour en revenir, les testeurs avaient beaucoup de mal à comprendre nos exigences pour arriver à générer cette interaction permettant de dire oui, effectivement, mon voyant rouge s'allume en cas de défaillance. Donc ces spécifications sont... Oui. Non, mais si tu veux détailler sur une exigence, par exemple, je sais pas. Voilà, donc alors une exigence, on a gardé la notion de texte qui est peut-être un petit peu au-dessus là. Donc on a gardé la notion de titre, quand même assez bien. Donc là c'est sélection ACC, donc sélectionner l'adaptative cruise control. Donc cette prestation là, quand on l'a sur une voiture, soit on souhaite en profiter, soit on n'a pas envie d'en profiter. Donc c'est pour ça qu'on a une notion de je veux l'avoir ou pas. Donc c'est la notion de phase de vie. Le fait de l'avoir sur une voiture, ça nous ouvre une phase de vie supplémentaire où on a cette prestation-là sur l'auto. Donc là c'est par un bouton, une commande. Donc là la finalité c'est le GMP étant préalablement opérationnel, le positionnement du sélecteur rend effective la prestation. Alors ça peut sembler des mots aussi, donc il y a tout un tas de termes, mais par contre, là où c'est fort, entre guillemets, c'est qu'il y a ça peut prêter à confusion éventuellement, bien qu'on ait choisi nos mots, mais ici ça le prête moins, c'est-à-dire que là, dans les préconditions, là on a, entre parenthèses, on a les localités. Alors, ce que ça joue là, les préconditions, c'est une façon là symbolique de pointer vers le générateur. C'est-à-dire que ces préconditions, c'est une liste d'états relative à différents vues aspects. C'est-à-dire que ce sont différentes entités générées qui, si elles étaient qualifiées par rapport à cette vue-là, donneraient telle ou telle valeur. Donc, comme on ne peut pas donner toute la procédure de génération, la notion d'état est là. C'est-à-dire que comme la notion d'état est une relation d'équivalence entre différents générateurs face à un avenir que l'on appréhende de façon relativisée par rapport à un nombre fini de vues aspects, eh bien on utilise ces notions de préconditions de façon à ce que la personne qui lise cette exigence ait une façon de générer la situation dans laquelle ensuite l'exigence doit être vérifiée. Donc les préconditions, c'est le générateur. Donc après on a l'événement, donc c'est l'action utilisateur, donc depuis la molette ACC, me mettre en position ACC, et là ce sont les observables, qu'est-ce que je dois afficher et où. Les rédacteurs n'avaient pas trop d'avis. Nous, ceux qu'on a eus, étaient contents. Voilà, mais alors par contre, les gens de test, eux, ils étaient à 100% parce qu'enfin, ils comprenaient les spécifications, parce que souvent, en plus, entre deux exigences, c'était incohérent l'un avec l'autre. Enfin, ça, c'est toujours les clients
qui ont un avis à donner. Enfin, les écrivains de spec, à la limite, ils peuvent être contents d'eux, mais ce qu'il faut écouter, c'est ceux qui les consomment. Donc ceux qui lisent les specs, est-ce qu'ils les comprennent ou pas? Et puis ceux qui doivent en tirer des procédures de test. Et eux, ils étaient vraiment à fond pour la démarche. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que l'ACC, là, on ne l'avait pas fait entièrement. On voit qu'on a déjà 111 pages. Ça concerne qu'une seule prestation, l'ACC. Au niveau volume voiture, ça fait des tonnes de documents. Pour être sûr d'avoir, que tout le document soit cohérent, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'incohérence entre exigences ou que ce soit toujours à jour, le fait d'avoir un modèle qui génère ce document, c'est une garantie à la fois de cohérence à l'intérieur, d'être toujours à jour, puisque c'est le modèle qui fait foi. Et puis ça permet de garantir aussi ce que tu disais, les inférences Tout à fait, entre toutes les plusieurs phénomènes points de d'inférence, vue entre ou plusieurs plusieurs points de vue. prestations, quoi. Là, J'imagine que vous sortez aussi la traçabilité. Oui, non, mais tout à fait. Mais la traçabilité ne se fait pas directement d'exigence à exigence, puisque les traçabilités se font toujours via des éléments de décision qui sont, par exemple, la conception de quelque chose. Donc je ne peux pas, et c'est ça qui est très important, c'est que je ne peux pas, il est de mon point de vue inapproprié de tracer directement une exigence concernant un certain constituant par rapport à l'exigence de quelque chose qu'il utilise comme constituant. Parce que, entre-temps, on a une phase de conception, il y a 36 façons de concevoir une entité pour qu'elle soit qualifiée d'une certaine façon. Donc, on n'a pas de traçabilité d'exigence à exigence. La traçabilité passe par les éléments de modèle. Et ce sont les éléments de modèle qui génèrent les exigences, c'est pas pareil. Donc la traçabilité est induite, mais elle est là. Elle est induite, mais elle est là. C'est-à-dire on sait tout à fait son origine, on sait d'où elle vient, mais on ne fait pas de lien entre des morceaux de texte. Ce sont les modèles qui permettent de générer ces morceaux de texte, et la domaine absolument irréductible de décision, de choix, qui est fait à tous les niveaux, qui intervient.